Alors bonjour, je me présente, Jérôme Muller, historien spécialisé sur la Deuxième Guerre mondiale et les régimes totalitaires. Nous allons, à travers cette vidéo, étudier le thème précis qui est l'art au service des régimes totalitaires. Avant tout, il ne faut pas confondre dictature et régime totalitaire. Le totalitarisme est un système politique des régimes à parti unique, ne mettant aucune opposition organisée, dans lequel l'État tend à confisquer la totalité des activités de la société. Nous allons à présent étudier tout cela à travers les trois grands dictateurs, Adolf Hitler, Joseph Staline et Benito Mussolini. Bien entendu, nous savons tous que tous les régimes totalitaires utilisaient la propagande. Ceci est l'action de diffuser une doctrine ou une idée afin d'influencer l'opinion publique. Celle-ci était un moyen de se faire aimer par leur peuple et de leur promouvoir comme supérieurs. L'art, expression par des créations humaines d'un idéal esthétique, est l'un des moyens principaux pour exprimer leur propagande et, à travers celle-ci, leur puissance. À travers elle, chaque dirigeant a exalté la grandeur de leur nation et a profité de cela pour se mettre en avant. Nous allons donc à présent étudier ce thème à travers un reportage de Albert Dupont, Renaud Megan et moi-même. Hitler devient chancelier du Reich le 30 janvier 1933, puis se fait plébisciter en 1934 comme président, titre qu'il délaisse pour celui de Führer, autrement dit guide en français. Il a mis en place une idéologie du peuple et de la nation parfaite. L'idéologie nazie se manifeste en partie à travers les sculptures, notamment celle d'Arno Breker, sculpteur allemand officiel du Troisième Reich. Ses œuvres sont emblématiques de l'art nazi et de l'art fasciste. Les sculptures de Breker représentent des hommes à la carrure imposante avec des poses censées exprimer la force de la race aryenne et du parti. Ce sont des adaptations de mythes ou des représentations des héros allemands. Les dimensions sont souvent monumentales. Les colosses du sculpteur incarnent donc le surhomme arien imaginé par les nazis, comme le montre la sculpture La Garde d'Arno Breker faite en 1940. L'homme sculpté représente l'aria prêt au combat avec son épée à la main. Les critères physiques de la race aryenne sont retrouvés. L'homme est prêt à se battre pour le parti. Cet homme représente le modèle à suivre. Après l'accession au pouvoir du parti nazi, Adolf Hitler demande à Leni Riefenstahl de filmer les congrès du parti qui se tiennent au Reichsparteitageladen à Nuremberg. Ce sera la victoire de la foi et surtout le triomphe de la volonté, Triomphe das Willen, en 1934. Un film documentaire grandiose qui relève à la fois tout l'esthétisme et la grandiloquence cinématographique de Leni Riefenstahl et constitue l'un des plus grands documentaires de propagande jamais réalisés. À travers ce documentaire, nous pouvons voir la suprématie et la détermination du peuple allemand, notamment grâce à leur performance en natation lors des Jeux Olympiques. D'un point de vue architectural, en Allemagne, Hitler voulait restructurer la capitale et en faire une imposante métropole européenne, Germania. Pour mettre en place ce projet, il nomme un inspecteur général des bâtiments pour la rénovation de la capitale du Reich, Albert Speer. Cet architecte, spécialisé pour les effets de psychologie de masse, s'est fait connaître par la mise en scène des cérémonies nazies Nuremberg avec son dôme des Lumières, ainsi que par la construction de la chancellerie provisoire de Berlin. Le projet pour Germania est gigantesque. Comme le montre cet extrait, au centre, entre la gare du Midi et celle du Nord, s'ouvrira une voie triomphale parsemée de ministères et de bâtiments représentatifs du Reich. Hitler a également l'intention de surclasser les Champs-Élysées avec un énorme arc de triomphe dessiné par Speer. Les bâtiments de Germania sont dessinés surdimensionnés et sont le symbole écrasant du pouvoir nazisme. Le style est néoclassique aux formes simples mais un peu discrètes. Staline devient secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique de 1922 à 1953 et dirigea l'Union des républiques socialistes soviétiques, soit l'URSS, à partir de la fin des années 1920 jusqu'à sa mort. Avant tout, il faut savoir que sous Staline, le 23 avril 1932, toutes les organisations artistiques existantes sont dissoutes. Elles font place en 1934 à l'Union des artistes. Celle-ci impose aux créateurs le dogme étroit du réalisme socialiste et revient à un académisme des plus classiques. Le désaveu des innovations esthétiques est durement ressenti par beaucoup. Ainsi, le grand poète Mayakovsky se suicide dès 1930. Pour mettre en avant la grandeur de sa nation et de son régime, Staline utilisa l'architecture appelée l'architecture stalinienne. Selon la politique de Staline, toutes les villes devaient être reconstruites selon un nouveau plan d'urbanisme. Chacune était divisée en arrondissements, découpés selon la géographie des villes. Des projets étaient établis pour les arrondissements entiers, transformant en profondeur l'aspect architectural des villes.
De nombreux monuments ont été construits sous cette politique, comme le théâtre de l'armée russe achevé en 1940, dont les architectes étaient Alabian et Simbirsev. D'autres monuments ont aussi été construits, comme l'hôtel Moskva, avec comme architecte Dalakay Chouchoutchev, ou le bâtiment du STO d'Arkady Lagman. Benito Mussolini est né le 29 juillet 1883 en Italie et est décédé le 28 avril 1945 à Giuligno di Masegra. Mussolini était un journaliste, homme politique et dictateur italien. Il arrive au pouvoir en 1923 et y restera jusqu'en 1943. Mussolini voulait faire ressortir à travers Rome la grandeur de son pays. En effet, il crée un concept qui s'appelle la Rome de Duce, d'où un retour à l'architecture antique et monumentale. Pour ce faire, il fit appel à Ernesto Bruno Lapadula, architecte et urbaniste italien. Ernesto Lapadula a construit des monuments comme le Palazzo della Civiltà Italia, palais de la civilisation italienne, achevé en 1940. Il constitue le cœur d'un nouvel espace à la périphérie de Rome. Aujourd'hui, il est considéré comme l'emblème de l'architecture fasciste. Le culte de la personnalité désigne l'adulation excessive d'un chef, particulièrement d'un chef d'État qui est souvent en vie. Par définition, le culte est un hommage rendu à Dieu, à une divinité, à un saint. Après la centralisation de l'État allemand, Hitler se fit nommer Führer, soit le guide par la population. Il devient le chef suprême et le représentant de la nation et du peuple. Il maintient une liaison constante avec celle-ci, notamment avec le salut Heil Hitler, qui lui rappelle qu'elle est liée avec son chef suprême. Celle-ci est notamment sacralisée de la manière chrétienne, car il devient le guide qui permet d'ouvrir la voie et de montrer le chemin. Par exemple, Konrad Ommel était l'un des peintres officiels de l'Allemagne nazie. Il est plus connu pour ses portraits des chefs allemands et nazis. À travers ces derniers, on voit le côté redoutable du Führer et l'on devine à quel point il s'investit dans ses conquêtes. Nous pouvons à nouveau aussi prendre comme exemple le film de Leni Riefenstahl, Le Triomphe de la volonté, où on peut voir des scènes où Hitler descend du ciel en avion tel une divinité, un saint. Staline met en place entre les années 1924 et 1954 une dictature où il est le seul chef. Afin de se maintenir, il met lui aussi en place un véritable culte de la personnalité. Des portraits et des statues du petit père des peuples sont érigés dans tout l'URSS. Ce culte est entretenu par une propagande intensive et par une utilisation des médias et des mouvements de foule. L'image de Staline est utilisée aussi bien pour le recrutement de l'armée rouge que pour vanter la collectivisation des terres. Ainsi, pour se mettre en valeur, Staline a principalement recours à l'affiche de propagande et à la peinture. En effet, on peut apercevoir un nombre très important de celles-ci, où l'on voit Staline délivrer le peuple, ou se considérant comme le successeur direct de Lénine. On peut aussi prendre comme exemple la peinture de Fedor Pavlovitch, montrant Staline portant une fillette dans ses bras. À travers cette peinture, il démontre sa bienveillance envers son peuple. Quant au tableau de Chourpine, Le matin de notre patrie, il apparaît en premier plan tel un saint, mais on peut voir au second plan les chars de guerre et ainsi l'esprit conquérant de la patrie. Certaines statues ont aussi été mises en place pour que le dictateur se mette en valeur. La plus connue est le monument à Staline, à l'Etna, qui était l'une des plus grandes sculptures d'Europe avec 15,5 mètres de haut et 22 mètres de long. Dans ce monument, on voit bien que le peuple est guidé par Staline, qui se trouve devant et regarde loin pour exprimer ses ambitions. Ces dimensions excessives témoignent bien de la mégalomanie du dirigeant. Mussolini se faisait appeler le Duce, soit en français, le guide. L'exaltation du chef et celle de l'homme nouveau auquel le fascisme est censé donner naissance sont deux traits marquants de la propagande fasciste. Il apparaît sur quasiment toutes les peintures avec un casque pour se donner un air de guerrier. On peut prendre comme exemple la peinture d'Alfredo Goro Ambrosi où on aperçoit Mussolini avec comme couvre-chef un casque romain, le regard lointain et en second plan l'Italie antique de Jules César dont Mussolini prend modèle. Ainsi, à travers ces nombreux exemples, on se rend compte que ces trois dictateurs ont passé les mêmes messages, grandeur de la nation et supériorité du chef, et ont utilisé les mêmes moyens. L'art a donc été le vecteur privilégié pour toucher au mieux le peuple en étant à la fois omniprésent et subtil. Il suscite l'émotion des gens parce qu'il touche de tous les sens et l'inconscient. Ce qui est remarquable, c'est qu'aujourd'hui certaines œuvres perdurent encore à différents niveaux, même si leurs initiateurs ont été déchus.